Printemps 1899. La supérieure du couvent du Bon Pasteur à Porto est clouée au lit depuis des mois. Une inflammation de la moelle dorsale paralyse ses bras et ses jambes. À l'injonction de son confesseur, la religieuse de 35 ans dicte ses souvenirs à l'une de ses consoeurs. J'éprouve de la difficulté à raconter tout cela, mais le Seigneur m'aidera à me rappeler et à tout ressentir de nouveau, comme si cela était survenu hier. Münster, en Westphalie. La ville universitaire de 260 000 habitants s'appuie sur une histoire vieille de 1200 ans. C'est en 793 que Saint Ludger fonda une église conventuelle sur un gué de l'A. La cathédrale du XIIIe siècle est encore aujourd'hui le centre de la ville. Le marché principal, la mairie gothique et les maisons des nobles et des grands commerçants témoignent de la richesse de la ville. Le plus prestigieux palais nobiliaire de Münster est le Erbstrassenhof dans la Salzstrasse. C'est ici que naît le 8 septembre 1863 Marie Droste zu Fischering, le quatrième des 10 enfants du Erbdros comte Clément Droste zu Fischering et de sa femme Hélène, née comtesse von Galen. Marie Droste zu Fischering fut baptisée dans l'église médiévale Saint-Servin par son oncle Max Gereon von Galen, qui deviendra plus tard évêque auxiliaire de Münster. Marie passe son enfance dans le château de Darfeld, situé à 30 km de Münster. Le bâtiment, dont la construction commença en 1612, remarquable par ses arcades de la Renaissance, compte parmi les plus beaux châteaux de la région de Münster. On rapporte que Marie fut une enfant très enjouée. Elle joue à cache-cache dans les couloirs sans fin du château, elle apprend à monter à cheval et à faire du patin à glace. Quand elle joue, elle ne fait jamais attention à sa robe, se plaint sa mère. Elle saute dans l'herbe humide et dans les buissons jusqu'à ce qu'elle soit si sale qu'elle doive après se changer de la tête aux pieds. Marie grandit dans une période où l'Église catholique d'Allemagne a perdu une grande partie de son pouvoir politique et social. La Prusse et l'Empire allemand, qui naît en 1871, sont marqués par le libéralisme et le protestantisme. Bismarck, chancelier de l'Empire, engage l'épreuve de force avec l'Église. Il introduit le mariage civil, il fait fermer des monastères et des écoles religieuses. L'évêque de Münster doit s'enfuir en Église en Hollande. Face à ce mouvement de sécularisation dans la société, les catholiques réagissent en instaurant de nouvelles fêtes liturgiques et une piété marquée par les sentiments. À Darfeld, la vie religieuse familiale a la chapelle pour centre. C'est en 1875 que Marie, âgée de 11 ans, fait avec son frère sa première communion. Pendant les vacances de Pâques de l'année suivante, Marie accompagne ses parents à Paris et rend visite à sa sœur Auguste au pensionnat des sœurs de la Visitation. Plus tard, alors que nous, les enfants, discutions de notre avenir, mes frères déclarèrent « Une chose est sûre, Marie n'ira pas au couvent. » Je restais silencieuse et pensais en moi-même « Je le ferai quand même. » Je le ferai quand même. Ce défi est typique du caractère de la jeune fille. On croirait entendre la devise de sa mère si pleine d'énergie, non pas à demi, mais entièrement, non pas quelque chose, mais tout. Marie aussi est quelqu'un qui ne se contente pas d'à peu près. Ce qu'elle fit, elle le fit avec toute l'énergie de sa nature impétueuse, écrit son cousin. Son apparente froideur n'était qu'une cuirasse sous laquelle se cachait un cœur des plus chauds et profondément sensible. En hiver 1878, Marie entend dans l'église de Darfeld un sermon sur la parole biblique
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Aussitôt me vint à l'esprit, « Alors il faut que tu deviennes religieuse. » C'est volontiers que je me serais bouché les oreilles en me disant, « Ce sermon n'est pas pour toi. » D'autres l'entendent et n'entrent pas pour autant au couvent. Mais il m'était impossible de résister à la voix de Dieu. Au printemps 1879, Marie part pour 2 années au pensionnat des Sœurs du Sacré-Cœur à Riedenburg, près du lac de Constance. L'éducation y est sévère. On attend des élèves discipline, obéissance et empressement à travailler. C'est à Riedenburg que j'appris à maîtriser un peu mon caractère. Je commençais à comprendre que l'amour porté au cœur de Jésus n'est qu'un vain mot s'il n'est pas accompagné d'esprit de sacrifice. À la fin de ces 2 années d'études, la jeune comtesse demande à entrer au couvent des Sœurs du Sacré-Cœur. Mais la supérieure lui fait comprendre que sa faible constitution la rend inapte à la vie monacale. Déçue, Marie rentre à Darfeld. Elle s'initie à la gestion du patrimoine et aux affaires administratives de son père. En août 1883, Marie exprime de nouveau le désir de devenir religieuse. Ses parents prennent contact avec les sœurs Joséphine à Copenhague. Mais la santé de Marie s'aggrave de nouveau. Elle souffre de maux de tête, de fièvre, de quintre de toux et d'épuisement. Des séjours à la mer et en montagne n'apportent pas les améliorations attendues. Marie se renferme toujours plus et devient acariâtre. Les conflits entre mère et fille se multiplient. Marie entreprend de ranger sa chambre d'enfant et de l'aménager comme une cellule monacale. Elle se fait faire un habit noir et prononce pour elle-même le vœu de virginité. Parents et amis commencent à chuchoter. Pourtant, malgré cette piété exaltée, Marie ne renonce pas au monde. Elle prend part à des bals et à des réceptions à Münster. Âgée de 21 ans, elle contemple non sans plaisir les jeunes gens lui faire la cour. En été 1888 survint à l'hôpital de Darfeld un événement qui jouera un rôle clé dans la vie de Marie. Avec ma mère, je rendais visite aux femmes malades à l'hôpital. Il y avait là une malheureuse fille qui avait provoqué des scandales. Je remarquais un certain agacement chez ma mère qui s'était employée jusque-là à tenir loin de nous tout ce qui relevait du péché. Je pensais pourtant, si le Seigneur était présent ici, laquelle de ces malades voudrait-il traiter avec le plus d'amour ? Je surmontais mon aversion et ma crainte envers ma mère et serrais la main de cette malheureuse. Cette rencontre préoccupa Marie des jours durant et la rendit attentive à l'ordre des Sœurs du Bon Pasteur qui se consacrait à Münster au travail social. Peu de temps après, à l'église paroissiale de Darfeld, elle prend la décision suivante. « Tu dois entrer au Bon Pasteur ». Le 8 novembre, elle envoie sa demande officielle d'admission à la supérieure provinciale des Sœurs du Bon Pasteur, Mère Lamberta Bouchy, et reçoit une réponse positive. C'est le 21 novembre 1888 qui est retenu comme jour d'entrée dans l'ordre. La maison provinciale du Bon Pasteur à Münster fut fondée en 1850 en tant que maison de soins et d'éducation pour jeunes filles. Beaucoup de filles viennent des villes minières de la Ruhr et des villes portuaires telles Amsterdam, Rotterdam et Haarlem, où elles mendiaient, vagabondaient ou gagnaient leur vie en se prostituant. D'autres sont victimes de l'affligeante misère sociale de l'Allemagne impériale. La maison du Bon Pasteur représente pour beaucoup de parents le dernier espoir de protéger leurs enfants de la pauvreté, de la faim, de la déchéance. Marie passe 5 ans à Münster. Sa cellule est aussi dépouillée que celle de ses consoeurs. Comme beaucoup avant et après elle, elle éprouve de la tension entre l'action et la contemplation. Elle ressent des doutes quant à sa vocation. Jusqu'à présent, je me suis caché les yeux de la main pour ne pas voir la croix qui m'effraie. Faut-il que je recule? Non, mon Sauveur, je l'accepte de ta main. Sœur Marie prononce ses vœux le 29 janvier 1891. À sa grande joie, elle reçoit le nom de Sœur Marie du Cœur Divin. Le 31 juillet, elle est nommée directrice de l'éducation du groupe du Cœur de Marie.
D'un air coquin, elle écrit à sa mère « Il faut que je te félicite. Tu es devenue d'un seul coup grand-mère de 97 petits-enfants. » Marie s'attache à sa tâche d'éducation avec tout l'enthousiasme de la jeunesse. Sa capacité à comprendre les êtres, sa formation multiple, la fraîcheur de sa jeunesse et sa joie sans défaut font s'ouvrir les cœurs. Elle se passionne tout particulièrement pour les cas difficiles. Les enfants les plus malheureux, les plus délaissés et les plus pauvres, c'est eux que je préfère. Ils sont mes trésors. Les qualités de la jeune sœur sont vite remontées jusqu'à la maison mère de l'ordre à Angers. Le 20 janvier 1894, Marie Droste zu Fischering est nommée assistante de la supérieure de Lisbonne. La séparation d'avec Münster et sa famille lui est très difficile. Elle écrit à son oncle « Tu ne peux pas t'imaginer quel est mon sentiment à l'idée de me séparer vraisemblablement pour toujours de tout ce qui m'était proche, cher et aimé. Maintenant, je peux dire en vérité, Seigneur, j'ai tout quitté pour te suivre. » Le 24 février 1894, Marie arrive à Lisbonne. C'est Anne von Schorlemer, une noble de Westphalie, qui dirige le couvent du Bon Pasteur. Sous le climat chaud de Lisbonne, la santé de Marie s'améliore. Elle reprend des forces, s'occupe du chant choral des sœurs et devient directrice d'éducation. Dans ma classe, il y a 55 filles, dont une noire et une mulâtre. Les enfants ne sont pas difficiles, mais tant que je ne parlerai pas portugais, il ne me sera guère possible d'être une maîtresse véritable. Notre mère m'a acheté une grosse grammaire que j'aimerais autant jeter au feu. Je n'ai pourtant pas le choix, et il me faut plonger le nez dedans et me faire les dents sur la plume. Marie s'installe dans l'idée de rester longtemps à Lisbonne. Mais il en va autrement. Un appel de détresse du couvent de Porto atteint Lisbonne fin avril. La supérieure s'est écroulée sous le poids du travail. C'est le 12 mai 1894 que Sœur Marie du Cœur Divin devient à 30 ans nouvelle supérieure de Porto. À la fin du XIXe siècle, Porto est, après Lisbonne, la ville la plus importante du pays. Le grand port, les usines des banlieues ont contribué à faire naître un prolétariat urbain, jusqu'ici inconnu dans un Portugal aux structures essentiellement agraires. C'est à l'initiative d'une dame de la noblesse et de son confesseur, Dom Rua, que la maison du Bon Pasteur de Porto avait été fondée en 1881. Dom Rua avait acheté à crédit une maison de campagne tombée en ruine. Une grande lingerie équipée de machines modernes aurait dû contribuer à effacer rapidement les dettes. Mais les machines à vapeur avaient un mauvais rendement et le couvent croulait sous les dettes. À cela s'ajoute la longue maladie de la première supérieure, Françoise Xavier Fitzpatrick. Les sœurs étaient livrées à elles-mêmes. L'éducation des enfants souffrait. Une situation difficile pour Marie Droste zu Fischering. Elle écrit à son père « 120 personnes à nourrir et à habiller, ce n'est pas rien. Et je n'ai que 5 ou 6 marques en caisse. L'autre jour, j'étais dans une telle détresse que j'en ai pleuré. » Par des mesures radicales et avec sa tête dure de Westphalienne, Marie tente de restaurer l'ordre du couvent. Elle rencontre l'incompréhension et opposition. Certaines sœurs veulent se plaindre à Angers, d'autres boycottent les règlements, et la cuisinière se venge par de la nourriture avariée. Le premier hiver au Portugal. Tempête et pluie alternent avec verglas et neige. Marie gèle dans sa cellule, se réchauffe les mains avec une cruche d'eau chaude, calcule, planifie et écrit des lettres pour mendier l'argent nécessaire à l'agrandissement du foyer d'accueil pour enfants. En été 1895, le Bon Pasteur accueille déjà 130 filles et est plein à craquer. Mais Marie fait dégager sans une ni deux la salle communautaire et installer des lits supplémentaires. Mon principe,
tant qu'il y a encore le moindre coin de libre. Ne repousser aucun être et donner sans cesse la préférence aux plus pauvres, aux plus délaissés, aux plus mauvais. Ce principe est si évidemment béni par Dieu que je le laisse en héritage à mes sœurs. À l'automne 1885, l'abbé bénédictin Ildefonse Schober, qui fait un voyage de visitation au Portugal, rend visite à la supérieure allemande. Il rapporte ainsi cette rencontre. La supérieure entra, simple, sans fierté ni affection. En matière de jugement et de compétence, elle m'a paru comme un homme, comme une régente. La supérieure s'entretint avec moi de ses principes d'éducation et de ses attentes envers ses subordonnés. Par 3 ou 4 fois, je dus l'interrompre et lui dire qu'elle ne devait jamais appliquer sans discernement à d'autres l'échelle de valeur qu'elle utilisait pour elle-même. L'abbé Ildefonse devint, dans les mois et les années suivantes, son conseiller spirituel, le plus proche. Avec l'aide de son père et en y consacrant toute sa dot, elle parvint à remettre le couvent dans une situation financière acceptable. En février 1896, Marie se rend en France, malgré sa santé fragile, pour assister à Angers aux 50 ans de profession religieuse de la supérieure générale. De là, elle continue sa route vers Münster. La nouvelle de sa présence se répand comme un feu de poudre. Le temps était trop court et tant de gens voulaient la voir qu'il était impossible de lui parler entre 4 yeux, se plaint son amie d'enfance, l'Irlandaise Lizzie McMahon. Marie ne peut rester que 4 jours à Münster et prend le chemin du retour. Le 10 mars, elle est de nouveau à Porto. Elle est au bout de ses forces. Ses pieds ne la portent plus. Des douleurs dorsales la clouent au lit. Plusieurs médecins s'occupent d'elle. Leur diagnostic, inflammation avancée de la moelle dorsale avec destruction des voies nerveuses. À partir de ce moment, rapportent les sœurs, sa vie fut un véritable martyre. Soucieux, les parents de Marie arrivent à Porto à l'automne 1896 pour une brève visite à leur fille. Elle avait une telle joie de vivre que nous en avons ri aux larmes, se souvient sa mère. Mais il se rend compte assez vite de son état véritable. Marie raconte à sa mère peu après, entre 4 yeux, les visions du Christ qu'elle a eues dans les moments décisifs de sa vie et qui se multiplient maintenant alors qu'elle doit garder le lit. La rumeur de la sainteté de la supérieure du bon pasteur se répand à Porto. Dans les églises de la ville, on prie pour sa guérison. Sur son lit de douleur, Marie réconcilie des époux, procure du travail, trouve des familles d'accueil pour des enfants et reçoit ceux qui attendent ses conseils. Il est arrivé plus d'une fois, rapporte son cousin, qu'un visiteur se sentit transformé intérieurement au contact de son simple regard, avant même qu'un seul mot ait été prononcé. Le 4 juin 1897, elle surprend son confesseur, dont Teotonio de Castro, par ces mots « Le Sauveur m'a demandé d'écrire au Saint-Père afin qu'il consacre tout le genre humain au cœur divin. » Dont Teotonio lui conseille la prudence. Mais le jeudi saint 1898, Marie pense entendre de nouveau la voix du Christ. En tremblant, elle écrit au pape. Compte tenu de l'insistance renouvelée du Seigneur, je viens à vous, votre sainteté, avec l'humilité d'un enfant, pour vous prier instamment de bien vouloir donner un nouvel essor à la dévotion au cœur divin. Mais Marie ne peut savoir que le pape Léon XIII pensait depuis longtemps déjà à ouvrir de façon grandiose l'année sainte 1900 par un acte de consécration. Il transmet la lettre de la supérieure de Porto à la congrégation des rites, en ajoutant pourtant cette remarque. Celle-ci ne doit pas compter en cette heure. La seule chose qui importe est la compatibilité d'une consécration mondiale avec la doctrine et la tradition de l'Église. Pendant que les théologiens romains discutent, la supérieure de Porto, très malade, attend avec impatience une nouvelle.
Peu après la fête du Saint-Sacrement, Marie apprend par le journal la promulgation de l'encyclique papale Annum Sacrum, qui annonce la consécration du monde entier au cœur de Jésus pour le 11 juin. Mais Marie ne verra pas ce jour. C'est le 8 juin 1899 que meurt, à l'âge de 35 ans, Sœur Marie du Cœur Divin. Elle est enterrée dans une simple tombe murale au cimetière de Porto. Malgré la chaleur oppressante, ils sont des milliers à suivre le cercueil. En 1910, après la proclamation de la République et des émeutes sanglantes, les sœurs du Bon Pasteur sont expulsées du Portugal. Le couvent est confisqué et transformé en caserne. Le procès d'enquête nécessaire à toute béatification commence en 1921 à Porto, Angers et Münster. Le cercueil de Marie est transféré dans une chapelle mortuaire. Rome publie en 1964 le décret de reconnaissance des valeurs héroïques de Sœur Marie, première étape de la béatification, que le pape Paul VI proclamera en la fête de la Toussaint 1975. C'est en l'église de Mazinde, un quartier de Porto où le nouveau couvent du Bon Pasteur fut construit, que Marie trouve en 1975 sa dernière demeure. Sœur Marie du Cœur Divin se laissa saisir par la cause de Jésus. Sa dévotion au cœur de Jésus n'était pas un sentiment vague, mais une expression vivante de sa foi. J'ai fait en mon cœur l'expérience de l'amitié du Sauveur pour les hommes. Aussi je te prie, amour éternel, fais que je répande ton amour dans le cœur des hommes. Fais que j'accueille les pauvres, ceux qui ploient sous le fardeau, ceux qui sont en danger, ceux qui sont tombés, que je les conduise à toi, le Bon Pasteur. Sœur Marie a placé sa vie sous une devise tirée du psaume 31, qui ornait le prestigieux portail du château de Darfeld et aussi la porte toute simple du couvent de Porto. In te Domine speravi, en toi Seigneur j'ai ma confiance, tu ne me laisses pas aller à ma perte.